Revenons aux dernières nouvelles de la mer du Nord, au large de la côte nord-est de l'Angleterre. Une vaste opération de sauvetage est en cours là-bas après une collision entre un pétrolier battant pavillon américain et un navire de fret battant pavillon de Madère. Du ciel, l'ampleur des dégâts sur le Stena Immaculate est devenue plus visible. Un trou béant dans le flanc du navire, une indication de la gravité de l'impact. Un jour, près de la côte du Yorkshire, en Angleterre, un tragique accident maritime est survenu en mer du Nord. Le navire Solong, battant pavillon portugais, a heurté un pétrolier. L'impact a causé de graves dommages et envoyé de la fumée dans le ciel, tandis que le carburant d'aviation se déversait dans l'eau. Mais après une enquête approfondie, la garde côtière britannique a découvert que ce n'était pas un accident ordinaire. Il y avait trop de coïncidences pour les ignorer. Pire, cela pourrait être le déclencheur pour aggraver les relations entre deux puissances nucléaires. Le pétrolier concerné s'appelle le Stena Immaculate. Il était ancré à environ 24 km de la côte lorsque le navire de charge Solong a percuté, perforant sa coque et libérant du carburant d'aviation hautement inflammable dans la mer du Nord. La manière dont cela s'est produit rend la situation particulièrement suspecte. Selon les données de suivi, le pétrolier était arrivé à sa position le 9 mars vers 6h30 du soir, restant ancré là jusqu'au lendemain matin. La collision s'est produite vers 10h du matin. La partie troublante est que le navire Solong a maintenu un cap droit pendant plus de 2h30, visant directement le pétrolier à l'arrêt. Bien que Solong arborait un drapeau portugais, le capitaine était russe. Et le pétrolier, oui. Il était américain. Il est difficile de ne pas se demander si c'était vraiment un accident lorsque vous regardez les données de navigation. La ligne bleue montrant le chemin du pétrolier américain indique qu'il était complètement immobile au moment de l'impact. Heureusement, tous les 23 membres d'équipage du pétrolier ont réussi à évacuer en toute sécurité, mais c'était pire pour le navire de marchandises. Un membre d'équipage est porté disparu et présumé mort. C'est pourquoi le capitaine russe a été arrêté pour accusation d'homicide involontaire. Le reste de l'équipage était essentiellement composé de Russes et de Philippins. Pour être juste, il y avait un brouillard très dense au moment de la collision, ce qui aurait pu réduire la visibilité. Mais de nombreux experts se demandent comment un navire moderne équipé de radars et de systèmes de navigation avancés a pu ne pas éviter cela ? Et pourquoi se dirigerait-il droit vers un grand navire à l'arrêt ? Le moment de cette collision est significatif, se produisant alors que les tensions augmentent entre la Russie et les nations occidentales. Alors que le monde travaille pour la paix et un possible cessez-le-feu en Ukraine, cette collision soulève des questions sur les intentions de la Russie. Beaucoup se demandent, la Russie provoque-t-elle les États-Unis à entrer en guerre ? L'histoire montre que jouer avec les navires se termine souvent mal. Vous voulez un exemple ? En 1898, le cuirassé United States Ship Maine a été envoyé au port de la Havane pour protéger les intérêts américains pendant la lutte de Cuba pour son indépendance de l'Espagne. Dans la nuit du 15 février, une explosion dévastatrice a déchiré la coque du navire, le faisant couler rapidement et tuant des centaines de marins. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé que l'Espagne était responsable, les journaux américains l'ont rapidement accusé. Souvenez-vous du Maine, est devenu le cri de ralliement qui a mobilisé le soutien pour la guerre hispano-américaine, transformant le rôle des États-Unis sur la scène mondiale. En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, le paquebot Royal Mail Ship Lusitania traversait l'Atlantique avec près de 2000 personnes à bord, dont de nombreux Américains. Le 7 mai, une torpille tirée par un sous-marin allemand a touché le navire, provoquant une seconde explosion interne qui a accéléré le naufrage. En seulement 18 minutes, le Lusitania a disparu sous les vagues, emportant des milliers de vies. La réaction du monde a été furieuse.
Bien que les Allemands aient soutenu que le Lusitania transportait des munitions, l'opinion publique s'est retournée contre l'Allemagne, marquant le début de l'entrée des États-Unis dans la guerre. En août 1964, lors du controversé incident du golfe du Tonkin, le destroyer United States Ship Maddox a signalé avoir été attaqué par des bateaux nord-vietnamiens. 2 jours plus tard, une deuxième attaque supposée a été signalée. Le président Johnson a déclaré que des navires américains en eaux internationales avaient été attaqués, et le Congrès a adopté une résolution lui accordant de larges pouvoirs pour mener des opérations militaires. Des documents ont révélé des décennies plus tard que la deuxième attaque était fictive et que la première s'était déroulée lors d'une mission d'espionnage dans des eaux territoriales disputées. Cet incident partiellement fabriqué a justifié la guerre du Vietnam. Et le 7 décembre 1941, le calme matinal à Pearl Harbor a été brisé par l'attaque surprise de centaines d'avions japonais. Des bombes et des torpilles ont touché des navires américains à l'ancre, entraînant 8 cuirassés endommagés, 4 coulés, ainsi que d'autres croiseurs et destroyers touchés. Le président Roosevelt a qualifié ce jour de date qui vivra dans l'infamie, et le lendemain même, les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon, entrant officiellement dans la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, en 2025, nous regardons cette collision en mer du Nord et nous nous demandons, assistons-nous à un autre exemple de comment le fait de jouer avec des navires peut déclencher quelque chose de grand? Cela pourrait-il être un Pearl Harbor 2.0? Cet incident ne serait considéré que comme un acte de guerre, s'il y a assez de preuves, montrant que la collision était délibérée. L'enquête est toujours en cours, et nous devons attendre les conclusions finales. Mais il est clair que cet incident s'est produit à un moment critique. La semaine dernière, des discussions sur un possible cessez-le-feu en Ukraine ont eu lieu, mais les signaux russes étaient mitigés. Le président Poutine a récemment déclaré qu'il n'est pas intéressé par une trêve temporaire, à moins que toutes les demandes russes ne soient lesquelles satisfaites. L'objectif ne devrait pas être une courte trêve, pas une sorte de pause pour se regrouper et se réarmer dans le but de poursuivre plus tard le conflit, mais une paix à long terme basée sur le respect des intérêts légitimes de tous les peuples, de toutes les nations vivant dans cette région. En d'autres termes, Poutine veut un accord selon les termes de la Russie. Avec des négociations à débuter sans délai, comment le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine y parviennent est une autre question. Poutine a accepté d'arrêter les attaques sur les cibles énergétiques pour 30 jours, ignorant l'appel au cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours soutenu par les États-Unis que l'Ukraine avait accepté. Le principal point de discorde reste l'expansion de l'OTAN, un problème qui n'a pas commencé avec l'Ukraine. En 1997, le président russe, Boris Eltsine, a tenté de conclure un accord avec le président Clinton pour garantir que l'OTAN n'ajouterait pas d'autres pays qui avaient fait partie de l'Union soviétique. Clinton a refusé, allumant peut-être la mèche de cette poudrière. Depuis lors, les États-Unis croyaient qu'avec leur soutien financier et leurs négociations diplomatiques, la Russie ne serait pas en mesure de poursuivre ses ambitions expansionnistes. Aujourd'hui, nous voyons à quel point cela était faux. Depuis les années 90, l'OTAN s'est agrandie 3 fois. D'abord avec la Hongrie, la République tchèque et la Pologne. Ensuite avec les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui faisaient en partie de l'Union soviétique, et en 2009 avec l'Albanie et la Croatie. De plus, Poutine ne reconnaît pas l'Ukraine comme un pays indépendant. Pour lui, l'Ukraine et la Russie sont un seul peuple, unis par la même culture et langue. Poutine semble compter sur Trump pour obtenir un accord favorable à la Russie. Trump a montré qu'il est prêt à faire des concessions pour mettre fin à cette guerre. Plus tôt ce mois-ci, des sources ont révélé que la Maison-Blanche cherche à y assouplir les sanctions contre la Russie, après des discussions avec le Kremlin. Peu après, Trump a annoncé la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, un coup dur pour les Ukrainiens et salué par Poutine. Bien que cette aide ait été par la suite reprise, ces décisions ont soulevé des questions sur le véritable camp de Trump.
Quelques jours plus tard, une publication sur Facebook a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. Le 20 février, Al-Nour Mousaev, un ancien officier du Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, a affirmé que Trump avait été recruté par les services de renseignement russes en 1987 lors d'une visite à Moscou, recevant le nom de code Krasnov. Krasnov signifie rouge en russe. Depuis lors, de nombreuses spéculations ont été faites, y compris par le député conservateur britannique Graham Stewart, qui a écrit sur son ancien compte « Nous devons envisager la possibilité que le président Trump soit un atout russe ». Voici un détail important. Un atout serait plutôt un allié rendant des services, différent d'un agent travaillant directement pour le Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Pourtant, Moussaev n'a pas fourni de preuves pour étayer ses affirmations, ce qui rend cela difficile à croire. Mais la controverse continue. Revenons à l'incident du pétrolier. Cela pourrait compliquer les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine, surtout s'il se produit avant des réunions clés sur la sécurité internationale. Pendant ce temps, la plupart d'entre nous s'interrogent sur ce qui va se passer maintenant. Eh bien, l'enquête sur la collision va se poursuivre et ses conclusions pourraient avoir un impact significatif sur les relations internationales. Si les preuves indiquent une action délibérée, les pays de l'OTAN devront réagir pour prévenir de futures provocations. Les propositions de négociation de paix restent sans résultat. La Russie acceptera-t-elle le cessez-le-feu ? C'est difficile à dire. La meilleure réponse se trouve peut-être dans les propos de Winston Churchill sur la Russie durant la Seconde Guerre mondiale. Il a dit « C'est une énigme enveloppée dans un mystère à l'intérieur d'une énigme, mais peut-être y a-t-il une clé. » Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite ? Sommes-nous proches de voir un accord entre la Russie et l'Ukraine ? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois!